On peut peut-être enchaîner sur un ou deux petits points sur les artistes que vous avez accompagnés dès les premiers jours. Donc je veux parler de nouveaux réalistes et sur leur création postérieure, sur leur devenir. Certains sont hélas décédés, d'autres sont encore vivants. De toute façon, ils ont eu une évolution et un cheminement divergent ou convergent avec ce sur quoi ils se basaient au début. Et j'aimerais un peu avoir un petit portrait rapide, si vous le voulez, de la dizaine d'artistes, disons, qui ont fait partie des principaux nouveaux réalistes. J'ai écrit un petit livre, l'édition de la différence, en 90, je pense, sur le nouveau réalisme 30 ans après, puisque c'était justement l'anniversaire des 30 ans. De toute façon, vous comprendrez facilement que les nouveaux réalistes en général ont une place tout à fait spéciale, aussi bien dans mon esprit que dans mon cœur. Vous savez l'importance qu'a eu Yves Klein, et justement, Yves Klein, par son immense créativité dans un espace de temps bref, échappe lui aussi à l'histoire pour tomber dans la légende. Et donc, il reste à ce niveau légendaire, constamment présent à ma mémoire, et je pense que sa présence virtuelle est plus réelle qu'une réalité virtuelle. Dufresne est mort. Dufresne était un poète ultra-lettriste qui a trouvé son expression visuelle dans les dessous d'affiches, et je pense qu'il a géré la partie visuelle de son œuvre en poète, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Les autres nouveaux réalistes, et je crois que c'est un bien, ont évolué selon leur propre destin, les aléas de leur destin, leur tendance profonde. Armand reste le grand gestionnaire du langage de la qualité dans la quantité. Parfois, c'est peut-être la quantité qui l'emporte sur la qualité, mais tout ça fait partie de son risque existentiel permanent. César a affirmé la puissance de son génie, que ce soit dans la partie proprement nouvelliste de son œuvre, que dans la partie plus liée à la statuaire, dans le sens le plus noble de la parole. Et il s'impose ainsi comme certainement le grand sculpteur de ce siècle. Nikita Fall a évolué vers une iconographie très personnelle et très proche de l'anthropologie des arts premiers. Kikeli est mort en affirmant la grande continuité de son œuvre, c'est-à-dire cette sculpture caractérielle. Le grand apport de Tinguely est d'avoir donné un sentiment, une vie, un caractère à ces amas de ferraille. Et je pense que par là, il débouche lui aussi sur une très grande mythologie qui, du quotidien, rejoint sans doute la maison mère de Tinguely, c'est-à-dire une certaine culture germanique du Sud qui est bien la sienne. Cette culture qui intéresse un territoire bien précis autour du Rhin, cette espèce de Grand Est fertile autour du Rhin, qui englobe la Sarre, la Moselle, l'Alsace, la Forêt-Noire, et toute la partie nord-occidentale de la Suisse. C'est le pays des fées, des carnavals, de la magie permanente dans le quotidien. Et je pense que Tinguely en a été le reflet
est l'expression plus éclairante et la plus fidèle. Les affichistes, les décollagistes ont suivi leur œuvre. On peut reconnaître à Mimorotel le primat et le grand privilège d'avoir exploré toutes les ressources expressives du matériau à travers la figuration spontanée, la fiche politique, la fiche commerciale, les décollages d'envers d'affiches, à travers les épigraphies sur l'affiche, ce qu'il appelle les surpeintures, les soprapictures, les oblitérations avec les planks, disons, toutes les possibilités métamorphiques du matériau. Raymond Hens, lui, s'est progressivement évadé du monde matériel de l'affiche pour suivre le filon de sa propre mythologie orale. Raymond Hens est une sorte de druide qui est à la fois un voyant et un prévoyant, l'homme des jeux de mots, l'homme du culte expressif de la parole en soi, réalise aujourd'hui de véritables installations, de véritables environnements sémantiques où il exprime matériellement, où il visualise, on est encore souvent aussi à la photographie. Donc, il a été au départ l'un des explorateurs, car la formation de Raymond Hens passe par la photographie. Villeglé restait peut-être le plus fidèle prédateur de la fiche acérée, mais il a aussi été sensible aussi à la serbologie des graffitis sur les murs. Et donc, son langage a été aussi marqué par cette exploration épigraphique. Le piégeage des objets dans l'œuvre de Speury l'a mené très loin dans les exercices de flexibilité visuelle. C'est des trompe-l'œil, par exemple, unissent l'image figurative à l'image réaliste et à la présence réaliste des objets. Une cascade à côté d'un tuyau et d'une douche, par exemple. Les détrompe-l'œil de Speury sont donc de grands phénomènes d'hygiène de la vision. C'est l'hygiène de la vision qui était le grand concept créateur et poétique de Marcellus, jusqu'au moment où en 68, touché par la foi marxiste-léniniste, et après avoir épuisé de l'intérieur ses possibilités de langage, il a traversé le désert, et au bout de quelques années, il est revenu sur la scène artistique en déclarant qu'il voulait se livrer désormais à la grande peinture. Et c'est ce qu'il fait avec un attachement fanatique qui donne des résultats qui peuvent sembler éclatants à certains, et qui le sont sans doute. J'aurais voulu, moi, personnellement, qu'il devienne, puisque c'était là sa voix, une sorte de grand peintre de genre et d'histoire, qu'il devienne le David de notre époque, et non pas le chroniqueur
du carnaval à Périgueux, par exemple. Et ça n'engage que moi, bien sûr. Je pense que les raisons qui ont fait que Marcel Reiss rompe avec le nouveau réaliste dépassent, disons, sa contestation du système et son idéologie politique. Il n'est pas simplement, disons, un héros perdu du mai 68. Je pense aussi qu'il a retrouvé des impulsions profondes qui légitiment sa créativité actuelle. Christo, Bien sûr. Christo est passé du papier à l'empaquetage de la nature, ou des fragments de nature, ou des monuments. Il a élevé la puissance de son langage avec Jeanne-Claude à un niveau qui est celui de la fable permanente. Christo et Jeanne-Claude nous offrent justement un merveilleux quotidien, et chacune de leurs manifestations nous fait rêver, nous emporte véritablement au-delà, disons, de nous-mêmes et des réalités du moment. Christo et Jeanne-Claude resteront dans l'histoire de l'art de notre siècle, non seulement les plus fabuleux inventeurs de métamorphoses, mais comme les gens qui ont su nous donner à rêver et qui nous donnent toujours à rêver. Dufresne, je vous en ai déjà parlé. Quant à Deschamps a eu un moment très important qui a correspondu justement à son engagement au néo-réalisme, et en particulier ses assemblages de chiffons. Il a su trouver justement dans ces assemblages de tissus une vérité profonde de l'être, entre le dedans et le dehors, entre l'intimité et la réalité de l'existence. Par la suite, sa création s'est ralentie et affaiblie. Ça fait partie aussi d'un choix personnel. Je pense donc que ces diverses destinées individuelles s'assument en tant que telles, à partir du moment où, à partir de 64, les nécessités d'une action commune ne sont plus faites sans dire. Il était normal que chacun retrouve sa liberté. Mais je pense que ce sentiment d'avoir vécu en commun un moment fort de la conscience perceptive et poétique les unit d'un lien, à mon avis, très difficile à trancher et qu'il ne tranche pas. Je crois que même dans le refus du nouveau réalisme de Marcel Reiss, il y a quand même une sorte de relais de la mémoire et qu'il n'a pas pu effacer par une décision de sa volonté, toute son expérience vécue à l'époque du royalisme. Je pense donc que j'ai été heureux, comme doivent l'être les royalistes, d'avoir vécu un moment capital, déterminant et surtout très exaltant dans l'action collective, et surtout dans ce pressentiment assumé en commun d'une approche nouvelle au monde à travers une nature qui était moderne, industrielle et urbaine. Je pense qu'à ce niveau-là, toute l'aventure du nouveau réalisme était une belle aventure. C'est sans doute le dernier mouvement qui ait produit l'Europe en tant que tel. Ce n'est pas à moi. Je pense que les historiens futurs le feront à ma place, et d'ailleurs ça sera leur travail, de démontrer quelle est exactement la place et la dimension
du phénomène dans l'alchimie expressive de l'autre face de l'art, mais ce qui reste, je pense, pour moi, cette mémoire permanente d'avoir participé, ne serait-ce que pour un bref instant, à un frémissement de l'histoire et d'avoir contribué un tant soit peu à l'accélération de ces mouvements et d'avoir contribué à l'imminence de ces tissus de civilisation. Nous retombons maintenant dans un problème qui est en quelque sorte une table rase et je pense que pour les gens qui comme moi ont passé une grande partie de leur vie de l'autre côté de la barrière qui maintenant s'érige entre nous et le futur, que les gens comme moi peuvent affronter les situations nouvelles avec un optimisme raisonné et raisonnable qui de toute façon n'est pas du tout une compromission ou une adaptation à une situation nouvelle, mais est certainement le ferment d'une créativité future. Je suis donc très heureux personnellement de vivre mon époque et je pense que ce qui a été le fil d'Ariane de mon existence, à travers des détours qui peuvent apparaître en surface labyrinthique, ça a été une sorte d'amour de la vie et de l'homme. Je crois que si l'on veut essayer de raisonner sur la théorie de la créativité, il faut aimer les idées comme on aime les femmes, et je pense que j'ai toujours aimé les idées avec ce genre de passion, ce qui fait que l'homme reste pour moi au cœur de toute chose, de toute ma pensée, et mon espoir est qu'il reste au cœur de la civilisation nouvelle. Ben merci, Pierre Restany, et à bientôt.